c'est Fantine, bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time, où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Fantine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. En plus, c'est moi qui t'ai recruté. Pour le coup, on racontera exact. la petite histoire, mais je trouve que c'est, après autant de temps chez nous, c'est une bonne façon de mettre aussi en avant ton parcours, voilà, et ta vision des choses. On a pas mal de sujets du coup à aborder, justement ton parcours, comment t'es arrivé chez nous aujourd'hui. T'es aussi issu d'une reconversion, on va en parler, donc ça va être intéressant. Voir comment t'es monté en compétence sur tout cet écosystème Microsoft. Vous connaissez pas? Très peu, Très au final, ouais. comme quelqu'un qui utilise juste Excel, Word, PowerPoint de temps en temps, quoi. Ouais, ça n'allait voilà. pas beaucoup plus loin. Le pack office, quoi, voilà. Exact. Et puis on parlera aussi du rôle de chef de projet que tu souhaitais faire à la base et pourquoi tu retrouves finalement aujourd'hui dans ton poste de consultant. Voilà. Je te laisse peut-être te présenter, dire ce que tu fais aussi chez nous pour que ceux qui nous regardent comprennent d'où tu viens et ton rôle aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, moi j'ai un parcours un petit peu différent puisque j'ai fait une reconversion professionnelle. À la base, j'ai fait une école de commerce, un master en digital business et du marketing concrètement. Tu l'as fait où Je l'ai fait à Paris School of Business, PSB. Oui, ok. Et donc j'ai travaillé à peu près 2 ans dans ce secteur-là. Au bout d'un moment, je commençais à être un petit peu frustré du manque de technicité. J'avais envie de choses un peu plus techniques, nourrissent un peu plus à ce niveau-là. Mais je n'osais pas passer le pas parce que j'avais le sentiment que j'allais perdre en fait mes 2 ans où j'avais commencé à faire du marketing, de perdre mon master aussi en école de commerce. Donc j'ai hésité. Et au final, il y a eu le Covid. Le Covid, dans mon cas, du coup, ça a été un petit peu comme un déclic. C'est arrivé quand le Covid pour toi? T'en étais où dans ta vie pro? J'en étais, je te dis, à peu près 2 ans à peu près depuis 2018, tu professionnelle. Ouais, c'est ça. D'accord. À peu près 2 ans. Puis j'avais un CD. En fait, ma dernière expérience, c'était un CDD. D'accord, ouais. Qui s'est arrêté du coup à peu près pendant le Covid. Donc là, c'est vrai que ça fait comme un déclic. Ouais. Et puisque de toute façon, le monde entier était bloqué, j'avais un peu le sentiment que le temps était suspendu, quoi. Donc c'était le moment idéal pour moi pour reprendre une formation. J'avais entendu parler pendant ce temps-là, enfin même avant ça, de l'école 42. C'est une école fondée par Xavier Niel qui est entièrement gratuite. Il y avait une pédagogie qui me semblait assez intéressante. Honnêtement, c'est très particulier. Il y a pas tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas parce que moi je connais, mais ouais. 42, c'est particulier puisqu'il n'y a pas de professeur. C'est une école qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et concrètement, comment t'apprends du coup c'est ça la grande question, ce que je me posais un petit peu avant d'y aller. Ouais. Mais en fait, ça fonctionne très bien puisque c'est une pédagogie par projet. Donc en fait, on nous donne des projets. On est un petit peu lâché dans le grand bain. On ne connaît pas du tout ce qui est attendu de nous. Oui, c'est un peu une piscine, comme on dit des fois. La piscine, justement, c'est l'examen de sélection. En fait, donc, déjà, dans un premier temps, il y a des tests en ligne. Si tu es pris dans les tests en ligne, tu passes la piscine, c'est-à-dire 1 mois de sélection intense sur place. Donc, moi, j'étais à Paris. Ça, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, oui. C'est sur place. Il y a des écoles 42 à peu près dans toute la France et dans toute l'Europe. C'était à Paris. Et c'est un mois vraiment intense. Et c'est un bootcamp, en gros. Pendant 13-14 heures par jour. C'est assez à la base, c'est dingue. pour être développeur ou développeuse. Enfin, exactement. 42, c'est vraiment, ça t'apprend la programmation. Okay. Ils ont quand même pas mal étoffé leur arbre de compétences, donc on n'est pas obligé de faire développeur. J'ai des amis à 42 qui font DevOps, qui font de la programmation autour de l'IA, autour de la blockchain, donc c'est quand même assez ouvert, mais effectivement, la majorité deviennent développeurs. Le but, c'est d'apprendre la programmation concrètement. Donc j'ai vraiment adoré cette époque de la piscine. J'ai été pris après donc à l'étude de la piscine, rentré dans le parcours du coup étudiant 42. Tout est à distance du coup? Tout est sur site. Ah non, tout est sur site. Et d'ailleurs, vu que j'ai commencé pendant le Covid, c'était un petit peu particulier puisqu'il y avait encore, on avait encore le masque, c'était le couvre-feu d'ailleurs. On devait rentrer, je crois, avant, on devait partir à 17h, donc c'était une piscine très différente des autres puisque là, du coup, c'était des horaires cadrés. C'était pas plus mal en réalité, comme ça donnait un cadre. En fait, on n'était pas tenté de travailler toute la nuit, d'être fatigué le lendemain. Oui, au moins, tu avais ton panel. On avait notre cadre, c'était du matin, je pense, 8h30, 9h, jusqu'au soir, 17h30, 18h. C'était assez Pendant fou. combien de temps, ça, du coup? Ça dure 1 mois à peu près, cette piscine. Ah oui, mais après la piscine, t'as combien de temps? Après la piscine, en fait, c'est selon ton rythme. Ok. Il y a des personnes qui continuent de travailler sur le côté, donc ils viennent le week-end ou le soir. Okay. Donc, eux, ça va durer plus longtemps, le tronc commun. D'autres, ils sont à plein temps. Moi, j'étais à plein temps dans la piscine, comme la plupart des élèves en réalité. Enfin, pas la piscine, j'étais j'imagine en train de nager avec tes codes. Ça s'appelle la piscine parce qu'on a un peu la tête sous l'eau, ouais.
Et donc, ça a duré comme ça à peu près 1 an et demi, où j'ai fini le tronc commun. Et à la fin, du coup, on a le choix de partir en stage, en alternance, en CDD ou en CDI. En fait, c'est à nous de voir. La plupart trouvent C'est une expérience pro, quoi. Dans tous les cas, Et l'essentiel des élèves, en fait, trouvent un stage puis ensuite un CDI à l'issue de ce tronc commun. On peut continuer la spécialisation, mais assez peu le font au final, puisqu'on trouve un job assez facilement, généralement, après 42. Moi, j'ai fait le choix de ne pas partir vers du développement pur. Parce que j'ai bien apprécié le dev, mais je ne me voyais pas en faire une carrière. Et je voulais aussi valoriser mon master en école de commerce. J'avais aussi l'ambition de valoriser un petit peu les deux. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher du coup un CDI qui allie un petit peu mes deux casquettes. Et tu savais pas encore quoi? Mais je savais pas exactement dans quoi, puisque le monde d'informatique c'est hyper vaste. Donc au final, j'avais pas de secteur prédéfini. Je m'étais pas dit je veux absolument travailler sur des technos Microsoft. Tu savais que c'était l'informatique de toute façon en faisant 42, voilà, mais pas forcément Microsoft. Je savais pas exactement le domaine. Au final, j'ai entendu parler d'ExpertTime via une connaissance qui travaille chez ExpertTime. On m'a présenté un petit peu la boîte, les différentes BU. Je me suis dit, ça me coller, surtout la BU Modern Workplace que tu m'as présenté après, puisque c'est toi qui m'as fait passer les entretiens. Parce que je me souviens au début, on avait discuté et tu me disais, moi je veux être chef de projet. Ouais. Et là, on n'a pas de poste de chef de projet junior pour le coup, vu que tu étais en conversion. Et je me souviens d'avoir dit, par contre, on a la BU Modern Workplace qui, pour le coup, allie un peu cette fonction de chef de projet et de consultant en même temps, on en reparlera. Et je me souviens très bien de ce premier appel, ouais. Oui. C'est là où tu as commencé, toi, à dessiner le projet, du coup? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit chef de projet. Quand on sort d'études, etc., c'est une sorte de... on a l'impression de tous savoir à peu près ce que c'est. C'est une évolution souvent de carrière dans pas mal de métiers. Il y a beaucoup d'étudiants, quand je vais voir... on en parlait la dernière fois, mais quand on va faire des présentations auprès d'écoles d'étudiants, que tu demandes ce qu'ils veulent faire, selon les cours, tu as parfois plus de la moitié qui veulent être chef de projet. Ouais. C'est souvent le cas, même en junior, c'est compliqué de trouver. C'est ça, si tu n'as pas mis les mains dans le cambouis un peu avant ou fait autre chose. C'est vrai que Même dans la programmation, en réalité, très souvent, les deux voies de carrière qui s'offrent à un développeur, soit de rester dans la partie technique, de devenir lead et un expert, de son domaine techniquement. Ça, malheureusement, en France, j'ai l'impression que c'est pas très valorisé. Souvent, on valorise plus l'évolution managériale. En fait, on devient manager, on devient être chef de projet, on devient product owner ou ce genre de choses. C'est ça qui est vachement mis en avant. Le sentiment que c'est un peu moins le cas dans les pays peut-être anglo-saxons où on valorise plus le parcours technique. On devient architecte, en fait, à la fin. Et nous, tu as un peu les deux quand même, je me dis. Parce que quand je suis arrivée, on m'avait dit tu as deux façons d'évoluer. Soit tu manages, soit tu te mets dans ton expertise et tu deviens par exemple CTO ou juste expert technique, quoi. Mais oui, je te rejoins. C'est vrai que t'entends d'autres témoignages d'autres entreprises françaises, c'est un peu moins valorisant aussi. C'est quand tu sors d'études. Malheureusement, c'est la sensation que j'avais. Pour certains, oui. Mais effectivement, chez ExpertTime, pour le coup, il y a les deux profils. Il y a des architectes qui sont vraiment du coup techniques. Pure technique, qui n'ont pas du tout envie de manager. Voilà, c'est pas ce qu'ils aiment, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et tu as des profils qui ont évolué plus vers des profils team lead, manager. Il y a vraiment les deux. Même chez Modern Workplace, on est un peu plus fonctionnel. C'est également le cas. Et donc, pour faire la transition, tu m'as fait passer les entretiens, tu m'as parlé de Modern Workplace, et c'est vrai que ça collait avec ce que j'avais envie de faire. Là, sur le papier, après, il fallait encore voir si dans la pratique, c'était encore le cas. Donc, j'ai accepté, je suis rentré en CDI, il y a à peu près 1 an et demi. Déjà. Chez ExpertTime, déjà, BU Modern Workplace. Ça passe super vite. Et j'ai appris comme ça, un petit peu sur le tas. En fait, il y a eu un bon onboarding, je pense, qui a été proposé par ma manageuse, N+1. Et donc, j'ai commencé par faire un guide complet sur SharePoint, justement, pour mettre un peu le pied à l'étrier. Un guide dédié à un client ou pour de l'interne? C'était dédié à un client. Ok. Un guide, en fait, utilisateur. Et un deuxième guide, après, propriétaire de site. Donc, c'était vraiment dédié à SharePoint. Un guide très complet, très exhaustif. Elle t'a fait bachoter. Très rigoureux. Ouais, mais au moins, ça m'a vraiment... C'est formateur. C'est hyper formateur parce que ça m'a fait découvrir SharePoint un peu en profondeur. SharePoint que je connaissais quasiment pas, en fait, à part de nom. Parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise dans
dire dans le civil, comme Oui, si j'étais dans mais, dans l'armée. mais si ton entreprise elle connaît pas, enfin elle l'utilise pas, Ouais. c'est clair que SharePoint on sait pas ce Ah, que on c'est. sait pas ce que c'est. Oui. Donc ça a été hyper formateur, d'autant plus que en fait la mission que j'ai rejoint après, la mission dans laquelle je suis encore, hein, qui est une mission au long cours en fait, hein, une mission de migration de données et justement une migration vers SharePoint. Donc en fait derrière, t'as mis le pied à l'étrier pour la suite. Ça a été hyper utile. J'avais déjà une très bonne base sur SharePoint, parce que j'ai continué de peaufiner, hein, évidemment au fil du temps, pour avoir vraiment les mains dedans. Mais du coup, je me suis vraiment orienté, au début en tout cas, vers SharePoint. Ça a été la porte d'entrée pour moi, dans l'univers Microsoft. Et t'as pas eu trop peur, entre guillemets, enfin, je sais que quand on fait une reconversion, de ce que j'entends en tout cas de témoignages, ça peut parfois être un peu... Ça peut nous faire un petit peu peur de se dire, je vais arriver dans une entreprise entourée, entre guillemets, d'experts, et je vais, moi, devoir tout découvrir, repartir un peu à zéro. Toi, tu as réussi à le faire. Tu dis que tu as eu un bon onboarding technique, enfin managérial et technique, du coup. Mais comment, psychologiquement, tu étais dans quel état d'esprit, toi, sur les débuts? Au début, j'avais vraiment l'esprit ouvert, en fait. Vu que j'avais conscience de ne pas connaître énormément de choses sur cet environnement Microsoft 365, vraiment arrivé avec l'esprit ouvert pour emmagasiner le maximum d'informations. Oui, tu t'étais pas mis la pression à regarder plein de trucs avant de venir. Après, ma nature, je me mets toujours un peu la pression, mais ça, c'est mon tempérament. mais après, en fait, non, je suis vraiment arrivé avec l'esprit ouvert. Et je suis parti de l'idée que j'étais à nouveau junior, en réalité, et qu'il fallait que j'apprenne le maximum de choses. Donc, c'est pour ça que... C'est ça aussi qui a fait que tu as évolué. Ouais, mais je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, en fait, quand on fait une reconversion. Faut vraiment arriver avec beaucoup d'humilité et repartir un petit peu à zéro, même si tu perds pas tout ce que tu as fait précédemment. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on t'a recruté. Hein, c'est ça, c'est au niveau des... Je pense au niveau des soft skills, en fait, c'est assez utile et c'est pas du tout perdu. Donc, non, en plus, l'équipe était super sympa. Elle l'est toujours, rassure-moi. Ah oui, c'est vrai que j'en peux le passer, mais c'est toujours le cas. Hein. Oui. Non, en fait, c'est vraiment une équipe très soudée. La plupart sont là depuis longtemps, ce qui est aussi c'était un bon signal pour moi. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de turnover dans les ESN et c'était pas le cas. Et des personnes qui sont là depuis 4-5 ans, voire beaucoup plus. Hein, et qui ont évolué aussi, qui sont arrivés en tant que stagiaires. Exactement, qui ont évolué. C'est vrai. Et qui, pour moi, c'est un bon signal parce que si les personnes sont là depuis 4-5 ans, voire plus, à Kevin, hein, par exemple, qui me regarde, c'est qu'il y a des opportunités d'évolution et qu'ils sont satisfaits à la fois du travail qu'ils ont et de l'ambiance aussi au sein de la boîte. Quoi. Moi, je dis souvent à mes candidats, quand ils me posent la question là-dessus, allez voir sur LinkedIn, regardez depuis quand un tel et un tel est là et l'évolution que la personne a eue. Donc, c'est clair. Et donc, du coup, Gaëlle, t'as fait faire ce travail sur SharePoint. Oui. Au bout de combien de temps t'as eu ta première mission Au bout de 3-4 mois, je pense. Peut-être 3 mois, ouais. Okay. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'était une mission avec Gaëlle. En fait, c'est Gaëlle qui a initié cette mission-là. Et je l'ai rejoint sur la mission, donc en cours. C'était, pareil, ultra formateur, puisque du coup, on était au quotidien. T'es pas tout seul. C'est ça, on était quotidiennement ensemble en réunion, etc. Et donc, j'ai pu monter en compétences de façon beaucoup plus rapide que si j'étais tout seul dans ma mission, où il fallait que je découvre moi-même les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire ou pas faire. Là, elle, dans ses feedbacks, du coup... c'est ça, en fait, j'étais aiguillé quotidiennement et pas juste au point OKR qu'on peut faire mensuellement, quoi. Donc, c'était assez royal pour moi parce que j'ai eu un très bon accompagnement. T'étais en shadow au début et après t'as pris le lead de certains sujets. Au tout début j'étais plus dans l'écoute, je regardais les process parce que c'est une grosse boîte où on est un gros client, donc aussi tous les périmètres en interne qu'il faut assimiler. Une organisation qui est un peu complexe au départ quand tu arrives et que tu y connais rien. Tu devais avoir plein de nouveaux mots aussi. Énormément de nouveaux mots, du jargon propre à ce milieu industriel, propre à cette entreprise en particulier, et puis même le jargon propre aux consultants, que je ne connaissais pas avant d'arriver, et c'est vrai que c'est tout un monde. Oui, comprendre ton TGM, les chiffrages, tout. Ouais. Le mode de fonctionnement d'une ESN, comment ça marche, les financements, les avant-ventes, tout le microcosme que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appris énormément chez le client, mais aussi en dehors du client, chez Expertime, sur le fonctionnement d'une ESN. C'est intéressant. Ouais. J'aime bien venir sur site en plus, donc je pense que ça aide. Il y a une bonne ambiance, donc on peut aller voir des coups. T'es pas tout seul dans ton coin, voilà. Ok, donc du coup, tu as commencé cette mission-là. Qu'est-ce qui a été sur cette mission le plus, on va dire, challengeant pour toi ?
C'était plutôt au début. Est-ce que là, tu y es encore? Tu fais encore plusieurs jours pour ce client-là. Avec du recul, qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Le plus challengeant, je dirais que c'est au début. En fait, quand tu arrives, justement, on en parlait, c'est d'emmagasiner. C'est ce moment-là. Ouais, toute la façon de. Tout le jargon technique, le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on fait de la migration. En fait, nous, c'est important qu'on connaisse aussi le fonctionnement, l'organigramme de l'entreprise, puisqu'on doit migrer chaque périmètre un par un. C'est important. Par exemple, l'équipe commerciale, l'équipe RH, tu migres leur serveur. Exactement. On va migrer leur périmètre à eux. Il y a toute une phase de préparation où on doit avec eux. Donc c'est vraiment aussi une question. En fait, il y a une grosse partie gestion de projet. Justement, on parlait de chef de projet. En réalité, dans ce genre de mission, c'est hyper complet. Le côté migration, c'est peut-être 15% en réalité la migration technique. Le gros de la mission, c'est vraiment l'accompagnement avant la migration. Et on n'y pense pas toujours quand tu es à l'extérieur. De dire, ok, il fait une migration. Oui, mais en fait, il faut former tout le monde en amont. Préparer le terrain. Et après, toutes les migrations ne sont pas les mêmes, mais là, c'est vraiment une mission où il y a un accompagnement qui est très important, qui a besoin d'être fait. Tu fais des ateliers, du coup? Il y a des ateliers avec les différents périmètres pour déjà savoir où ils ont stocké leurs données, parce que souvent, ça peut être à gauche, à droite, un petit peu sur le serveur, on ne sait pas exactement où c'est. C'était pas sur leur serveur personnel si. Non, on n'a pas accès à leur OneDrive personnel, donc c'est vraiment des serveurs de fichiers commun aux entreprises, mais en réalité, derrière, il y a plusieurs serveurs, etc. Donc ça, eux, ils ne le voient pas au niveau des métiers. Il faut savoir où ils ont stocké leurs données, il faut savoir... Ensuite, il faut les mettre en ordre. Ensuite, si jamais leurs données ne sont pas structurées, s'il n'y a pas de structure, on va créer une structure avec eux, on va migrer derrière sur SharePoint pour qu'ils aient quelque chose de propre. Donc avec ça prend du temps. Avec avec les dossiers de niveau 1, niveau 2, voire niveau 3, les droits d'accès qu'ils veulent y associer. Après, on leur déploie sur le serveur de fichiers, ils déplacent leurs fichiers dedans, et après, nous, on fait la migration. Sachant que je t'épargne aussi tous les accompagnements pour les fichiers un peu plus sensibles qu'il faut prendre en compte, les fichiers Excel reliés, Power BI, etc. D'accord, Donc, il y a tout un accompagnement à ce niveau-là. Ensuite, on migre, et ensuite, il y a un accompagnement après la migration où on doit justement former les personnes qui passent sur SharePoint et qui parfois ne connaissent pas du tout l'outil. Ils ont toujours été sur le serveur de fichiers jusqu'à maintenant. Un vrai accompagnement à faire, c'est la conduite du changement. C'est vraiment un changement d'habitude. Parce que la phase, pardon, je te coupe, mais la phase amont, c'est avec les managers plutôt qui vont venir. Et après, c'est avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Le pré-kick-off, donc avant le kick-off, c'est vraiment avec le directeur, le responsable du périmètre au global. Oui, d'accord. En fait, on lui explique le projet. Ensuite, il nous donne une liste de personnes qui vont pouvoir prendre le projet, prendre le projet à bras-le-corps et participer aux entretiens suivants. Donc avec eux, on organise un kick-off, vraiment la réunion de lancement. On va maintenant expliquer le projet à tous les managers. Généralement, c'est des managers qui ensuite vont participer aux ateliers dont je t'ai parlé sur l'identification des répertoires sur le serveur de fichiers, la structure cible, fichiers sensibles qui vont nous... Tu détermines vraiment ton fil rouge en fait avant de te lancer. Et après, tu formes tout le monde. Mais comment on forme à SharePoint? Du coup, c'est formé, c'est quoi? C'est des sessions de formation qui durent... La durée peut varier en fonction des périmètres, de leur disponibilité. Globalement 1h30. Où en fait, on va leur expliquer un peu déjà qu'est-ce que c'est SharePoint. Les différences entre Teams, OneDrive et SharePoint, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, que les fonctionnalités se recoupent, donc c'est plutôt au niveau des usages en fait que ça fera la différence. Et après on leur montre en démo sur leur site directement, puisqu'on a migré en fait leur site. On leur montre comment naviguer sur le site, comment retrouver leurs données, quelque chose d'assez basique en fait. C'est vraiment une formation assez basique pour les utilisateurs du périmètre. Et ensuite on peut aller plus loin avec les futurs propriétaires de sites qui vont être les administrateurs du site. D'accord. On va leur montrer de manière fonctionnelle comment on administre un site SharePoint, les bonnes pratiques, la gestion des droits d'accès. Puis nettoyer aussi les données régulièrement pour ne pas se retrouver avec... C'est ça, on leur partage les bonnes pratiques en termes de nombre d'éléments, par bibliothèque, l'archivage, etc. Sachez qu'on fait attention chez nous aussi. Une fois, j'ai créé j'ai fait je sais plus quoi sur SharePoint et quelqu'un de ton équipe m'a écrit « Fantine, est-ce que tu t'en sers encore? Est-ce qu'on peut le supprimer ?» et tout ça. Je me suis dit « Ok, on fait attention. » On a l'œil attention. Voilà, et c'est très bien. Et après, ça se termine une fin. Donc là, tu es encore... Non, en fait, tu as plein de projets en même temps chez le même client. Ouais, en fait, c'est vraiment un grand groupe. Donc, il y a plein de périmètres en fait, à faire migrer. Donc, il y en a qu'on a fini de migrer, d'autres qui sont en cours. Il y en a plusieurs en cours, mais à différents niveaux d'avancement. Tu n'as aucun jour qui se ressemble dans ton quotidien? Non, c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que c'est en fait une mission très complète. Une mission de migration de données. Mais en réalité, tu as des aspects de gestion de projet très importants. Il y a des aspects de formation fonctionnelle,
a des aspects un peu plus techniques, hein, donc la migration technique en elle-même, on fait passer des scripts aussi sur leur serveur, donc ça c'est un peu plus technique, PowerShell. Tu sais en faire du coup maintenant des Bah, scripts grâce à 42, j'ai une appétence un peu pour ce genre de choses et plus de facilité, je pense, que quelqu'un qui a un background plus école de commerce. Donc c'est aussi tout l'intérêt. D'ailleurs, pas la question, mais dans la BU aussi, ce qui est assez enrichissant, c'est qu'il y a vraiment les deux profils. Il y a des profils école d'ingénieur, fac d'informatique, donc des profils techniques, et tu as en même temps des profils d'autres personnes qui ont des profils école de commerce, en fait. Donc pas technique, mais fonctionnel. Et les deux cohabitent très bien, on fait les mêmes missions, en fait. Donc il y a vraiment les deux profils qui peuvent faire ce travail-là. Oui, puis ça vous apporte chacun, enfin, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Mais je trouve quand même que c'est un plus d'avoir un background un peu technique. Même si ce qu'on fait n'est pas forcément technique, ça donne quand même une culture, on va dire une culture informatique, mais plus à l'aise peut-être dans l'environnement, et on est souvent en contact de la DSI chez nos clients. Et ils prennent le relais après, eux derrière, pour tout ce qui est entre IT, enfin toute la partie vraiment sécurité pure. En fait, pour les parties infra par exemple, soit on a des personnes de chez nous qui s'en occupent dans la mission, soit c'est chez le client directement. Et de chez nous, c'est des personnes hors de ta BU du coup? Oui, on est d'accord. Tu communiques avec d'autres BU. Chez nous, on doit communiquer avec d'autres BU en fonction des projets. Donc les deux profils peuvent totalement faire consultant Modern Workplace. Moi, je trouve quand même à titre personnel que ça apporte un plus d'avoir au moins une petite culture informatique pour être un peu plus à l'aise en fait quand tu parles avec des profils techniques. C'est ce qu'on demande aussi quand on cherche des profils pour votre BU. Quelqu'un qui est vraiment 100% fonctionnel, très conduite du changement, gestion de projet pur, mais vraiment AMOA, va avoir du mal à rentrer justement dans la technique ou va peut-être prendre plus peur que quelqu'un comme toi qui a fait 42 à y aller, à tester des choses. Voilà. Et du coup, il y a des très bons profils qui ont cette partie-là et qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on attend. Il peut y avoir une certaine inhibition. C'est dommage parce qu'en soi, on ne fait pas des choses très techniques. Non. Mais c'est dur à expliquer des fois. Tu vois, quand j'ai des candidats qui ne connaissent pas, et je leur explique, des fois, c'est vrai, mais du coup, il y a des profils infra qui prennent le relais quand même derrière et ils ont besoin de se rassurer. Je suis là, oui, il y a des profils qui gèrent derrière, c'est comme ce que tu as expliqué tout à l'heure. Et puis même, je pensais à ça, tu me disais, tu as de la gestion de projet, tu as évidemment la partie Modern Workplace, mais on pourrait même dire, si je vais un peu plus loin et que je tire la ficelle, il y a un peu de data, vu que c'est de la gestion de données, des profils qui sont intéressés par de la data, par la gestion de la donnée, entre guillemets, quand c'est des migrations. Oui. Alors, en version mini, j'entends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça pourrait coller un peu? C'est quand même... je pense que c'est quand même très différent, même si on manipule de la donnée, effectivement, c'est pas du tout... on va pas structurer la donnée, on va pas la faire parler. C'est sûr, Je pense que c'est des profils plus destinés au pôle à la BU data, tout simplement. Et tiens, un junior qui s'intéresse un petit peu à la data, qui a envie de faire de la gestion de projet, qui sait pas trop quoi faire, c'est plus dans ce sens-là où j'imaginais, tu vois, ils se disent en t'écoutant, en fait, même si la donnée m'intéresse et pas forcément le détail de la modélisation pure, on est bien d'accord, peut-être qu'ils puissent déjà mettre un pied dans cet écosystème, tu vois. Effectivement, pour un profil, peut-être qui a un background un peu data, mais qui a envie de se... dans une tournure peut-être un peu gestion de projet fonctionnel. C'est vrai que ça peut faire... C'est ce que j'avais en tête un peu, mais bon, ça dépend. Effectivement, ça peut être... BU, ça peut être le bon compromis, en fait. Après, data pure, c'est de la data, on les envoie... C'est ça. Faut qu'il ait vraiment cette appétence, cette appétence pour le côté fonctionnel, amateur. Et aujourd'hui, donc, toi, sur toute ta montée en compétences, comment tu fais dans ta mission, quand il y a des choses que tu ne sais pas faire, ce qui peut encore arriver pour tout le monde, j'imagine. Tu as un groupe avec l'équipe où vous vous entraidez, tu fais comment On a des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse, même après avoir fait nos petites recherches. Ah oui, en fait, ils sont disponibles pour aider. Et d'ailleurs, l'entraide, c'est ultra important, je pense, chez nous, vu que la plupart des consultants chez nous ont beaucoup de missions simultanément, donc ils ont besoin de s'aider, même parfois de se relayer sur les différentes missions. Ils sont totalement ouverts à l'entraide. Et moi, c'est encore plus simple, je dirais, vu que j'étais en mission avec Gaëlle. En fait, elle est du coup au courant un peu des spécificités de la mission. Donc, c'est l'interlocutrice, je dirais, un peu idéale pour ce genre de questions. Je rebondis sur une chose qu'on n'a pas dite, mais tu as dit j'étais en mission avec Gaëlle, donc moi je le sais, mais voilà. Du coup, tu es tout seul maintenant sur cette Oui, je suis passé tout seul. Elle est partie vers d'autres horizons, faire d'autres missions. Elle intervient toujours en tant que chef de projet de la mission avec le client, en fait, tout simplement. Nous, opérationnellement, oui, là, je suis
C'est un signe de confiance aussi du client. C'est positif, oui. C'est que de Gaël. C'est ça, c'est pour ça que moi j'étais assez content de ça en fait. Effectivement, comme tu dis, c'est un signe de confiance du client d'abord, on va dire quand même. Parce qu'il était habitué à Gaël. On sait en plus quand un client est habitué à quelqu'un, des fois c'est pas toujours facile. Mais comme tu es arrivé en binôme. Il y a un relationnel qui est quand même qui se crée au fil du temps avec le client, surtout quand on est full time chez lui, c'est-à-dire 5 jours par semaine. Ça c'est hyper important. T'étais 5 jours par semaine là-bas au début? Ouais, au début j'étais 5 jours par semaine là-bas. D'accord. J'intervenais vraiment à plein temps chez ce client-là. Maintenant, j'ai 2 jours qui se sont libérés, donc je fais d'autres missions en même temps, et jusqu'à la fin de la mission. Tu as ton rythme hybride avec ton télétravail et des jours sur site. Il y a le rythme hybride, donc ça dépend aussi des impératifs avec le client. Oui. On va sur site chez le client, parfois c'est en distance. Oui. Je viens en présentiel beaucoup aussi ici, chez Expert Time. Donc ça, c'est cool aussi pour voir les collègues quand même. Bah oui, c'est important. On peut vite se retrouver isolés, chacun c'est un débat. Tu as des personnes qui se sentent pas isolées en télétravail, d'autres si. Bon, ça dépend de chacun, je pense, et de notre façon de travailler. Je comprends, j'aime bien le télétravail aussi. On va pas... Il faut un peu des deux, je trouve, c'est bien. Voilà, l'idéal pour moi, c'est un peu des deux. Oui. Le télétravail, c'est vrai que ça peut créer un peu de distance, puis c'est entre les... On a besoin de collaborer pas mal avec les collègues, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Puis t'as pas ces moments informels. C'est ça. Au fait, je sais pas, c'est différent. C'est le côté social aussi, mais le télétravail, c'est quand même quelque chose de sympa. C'est agréable. Et tu viens en transport, toi? Ouais, j'ai en transport en commun. Plus. Donc, tu dois gagner du temps le matin, le soir, ça fait quand même plaisir. On est d'accord. On va bientôt arriver à la fin, ça passe très vite. Juste, j'ai une question à te poser. Tu serais vu consultant Modern Workplace? Enfin, maintenant, si tu reprends du recul au tout début où tu as commencé ta carrière, je peux dire le mot carrière quand même. Pas du Quel tout. recul tu as sur ton parcours? Non, je me serais jamais vu consultant. Parce que déjà, comme je t'ai dit, je connaissais pas du tout le monde des ESN, encore moins les mondes des ESN pure player Microsoft, ce qui est Expert Time. Modern Workplace, je savais pas ce que ça veut. Si t'es pas dedans, tu sais pas. Ouais, c'est ça. Si on n'est pas dedans, on sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Je me serais pas du tout vu consultant comme ce que je fais maintenant. Après, consultant au sens, c'est très large le mot consultant. Donc consultant, peut-être un jour j'avais voulu faire peut-être du marketing en freelance, pourquoi pas. Ouais. Tu as pensé à un moment donné? J'y ai pensé, mais j'ai vite préféré parce que le marketing en freelance, faut vraiment être, je pense, faut vraiment être très senior, avoir beaucoup d'expérience. C'est un milieu où il y a énormément de profils en fait, donc il faut vraiment se démarquer. Oui, c'est pas une niche. C'est pas quelque chose que tu fais quand tu es junior ou même on va dire intermédiaire. Tu réfléchis juste comme ça, mais ça a survolé ton esprit et puis c'est vite parti. C'est ça. Donc non, je me serais pas vu consultant, je me serais pas vu faire ce que je fais aujourd'hui. Et maintenant que tu y es, du coup, tu te sens à ta place? Moi là, je me sens à ma place. Il y a aussi le fait, comme tu as dit, les challenges. Au début, c'est vraiment d'emmagasiner tout le monde un petit peu nouveau. Mais après, tu deviens de plus en plus confortable au final dans ce que tu fais. Et donc, ça devient de plus en plus agréable de le faire. Tu as un peu moins de pression. Tu as toujours une petite pression avant un gros kick-off ou ce genre de choses. Et ça devient du stress un peu plus positif. C'est plus léger. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est de plus en plus agréable. Il y a pas mal d'évolutions possibles aussi. Selon la mission, là, tu vas avoir d'autres missions. Enfin, tu as déjà commencé, tu me disais tout à l'heure. Oui, j'ai d'autres missions en parallèle de la compagnie. D'autres missions de migration qui profilent. Tu vas être l'expert des migrations chez nos clients. Ça. Donc on va... Non, je suis très satisfait pour le coup. Ok. Bon, après, tu vas pas me dire l'inverse en même temps. Ouais, Fanti, non, je pense que je vais partir en fait. Non. Ok. Je t'avais demandé de préparer, c'est une question que je pose toujours à la fin. Enfin, est-ce que tu as des choses à dire déjà avant que sur ta mission, sur la vision? Ouais, on parlait très longtemps, mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Pour le coup. Ça marche. Donc je te pose ma question, c'est est-ce que tu as une ressource du coup à nous conseiller? Alors ça peut être sur de la veille technologique professionnelle, ça peut être sur du perso, on a de tout. Est-ce que tu nous as préparé? Alors moi, une ressource pour la veille que je trouve très utile et qui est assez sous-estimée, je pense, c'est Twitter. Il faut dire X maintenant. On peut dire les deux. C'est ça, je pense. Mais je vais jamais arriver à dire X. Donc Twitter, en fait, c'est assez sous-estimé parce que c'est une mauvaise image, à raison, je pense. Mais en réalité, si on choisit précieusement les gens qu'on suit, qu'on follow, on peut se créer un feed extrêmement précis, en fait, extrêmement pointu. Tu as des experts Microsoft qui mettent... Tu as des MVP notamment, tu as des MVP qui sont présents sur les réseaux, tu as des personnes qui travaillent chez Microsoft,
peuvent te sortir des news en fait, en avant-première ou dès que ça sort. En one-shot un peu. Alors, le retour critique des personnes qui travaillent autour de cet écosystème. Donc, ça prend un peu de temps de se faire un bon feed, mais une fois que tu l'as, c'est hyper pointu. Ça marche pour ce que je fais moi, mais ça marche dans tous les domaines. En réalité, dans la programmation et du développement informatique, tu peux te faire un feed extrêmement pertinent. Si tu fais de la vidéo, imagine, c'est pareil, je pense, pour la plupart des métiers. Peut-être un peu moins pour les RH, je pense. Je suis pas allée voir. Je connais moins, mais je pense que tu dois pouvoir te faire trouver des influenceurs, pas trop ce mot, mais des leaders d'opinion, on va dire, pertinents. J'en ai pas mal sur LinkedIn, mais c'est vrai que Twitter, enfin X du coup, mais on n'en parle pas souvent. C'est l'un des seuls à l'avoir dit, je crois. Je pense que c'est un des meilleurs outils pour faire de la veille, en réalité. LinkedIn, c'est pas mal aussi, mais le problème, c'est que c'est un peu noyé dans le flow de tous les posts de tout le monde, quoi. Donc c'est difficile, mais des fois, tu trouves des petites Après, LinkedIn, tu peux suivre des hashtags. Moi, je fais ça. Ouais, c'est vrai. Comme ça, parce que tu as ton fil d'actualité classique, mais des fois, si tu veux juste savoir, moi, pour ma part, sur la partie juridique, recrutement ou autre, je clique juste sur mon petit hashtag. Et comme ça, j'ai l'info. Ça peut se faire, mais c'est moins pratique, je pense. Sur Twitter, au moins, si tu as follow les bonnes personnes, tu as ciblé ton feed. Ouais, tu as ciblé. Faut pas trop se diversifier, sinon tu peux vite te perdre. Là, ça peut être super intéressant. Ok. Je vais recréer un compte. Est-ce que tu avais une autre ressource à nous partager ou on a fait le tour? Non, après, tu as des sites, qui relayent un peu les infos technologiques. Des sites en anglais, T'as quelques noms ou tu sais là de tête? T'as un site en anglais qui s'appelle The Verge. Okay. Ça, c'est un site que je Comment regarde tu l'appelles de temps en temps. En français, ça rend pas très bien. Ça, tu peux l'épeler sans le dire en français. C'est pour ça que je l'ai dit avec mon meilleur accent anglais. C'est V-E-R-G-E, comme en français. Ok, d'accord. C'est pour ça que c'est pas ouf en français. Mais c'est un très bon site aussi, avec des articles assez pointus sur le monde de la tech et Microsoft en particulier. Ok, je ne connaissais pas. Je te remercie. En tout cas, c'était un bon échange. Merci de m'avoir reçu. Oui, on a déjà fait des entretiens RH, mais là, c'est encore différent. On va un peu plus loin. Donc, merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de suivre l'émission Job Time et les actualités d'Expert Time. Si vous voulez rejoindre du coup l'équipe d'Antoine, vous avez toutes les informations sur cette équipe. Donc, n'hésitez pas. On recrute activement d'ailleurs. Donc, allez voir les liens dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. À bientôt.